précédemment. Donc, je vais aller au niveau de la boîte à dialogue pour voir les questions. Et il y a une première question, mais je pense que ça, c'est une préoccupation qui revient souvent. C'est de Jibi Manel, qui est doctorant, qui pose la question de comment est-ce qu'on peut avoir des PME socialement responsables, loin des évasions fiscales et de la corruption. Donc, je pense que la question, c'est vraiment comment rendre accessibles les questions d'achat ou de production durable pour nos PME. Merci beaucoup. Je crois que le point clé de cette question, c'est la corruption. Et en phase avec les PME, c'est vrai que nous sommes dans différents États et différentes normes et réglementations au niveau de chaque pays. Et quelle que soit la volonté des promoteurs des PME, PMI, je crois que c'est d'abord la volonté politique de les promouvoir qui prime. Et s'il y a cette volonté politique, parce que les PME face aux multinationaux, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, il faut des réglementations qui favorisent l'installation des PME avec des mesures incitatives, etc. Ça, c'est le modèle économique que chaque pays prend. Et donc, les PME, effectivement, sont les plus proches des producteurs, du niveau producteur. Et c'est à travers ces PME, PMI que nous pouvons utiliser comme des clusters ou bien oui, ça dit que l'économie va se baser localement sur une PME avec un approvisionnement sur un territoire donné de l'ensemble des producteurs de ce qui est transformé par cette PME. Et donc, la question de la corruption, il me semble que est difficile à juger, mais c'est vrai que dans un contexte où il n'y a pas des mesures incitatives, des mesures juridiques qui protègent les PME, PMU, eh bien, ça va être difficile pour que ces PME, PMU-là puissent se lancer dans les achats responsables. Alors qu'ils sont ceux qui sont plus proches des petits producteurs et qui peuvent les tirer vers le haut. Voilà. D'accord, merci. Merci bien. Donc, nous avons Joël qui vous dit merci beaucoup pour cette présentation sur les enjeux. Et sa question est la suivante. Quels sont les enjeux sociaux de l'agriculture au niveau des fermiers, fermières, travailleurs et des travailleurs agricoles? Merci beaucoup. Je crois que dans la présentation précédente, nous avons parlé de l'emploi décent, mais de la rémunération aussi juste et décente. Aujourd'hui, au niveau des fermiers et des fermières, l'enjeu social, certes, il y a tout ce qui est la protection de la santé, donc à travers l'utilisation des pesticides ou en tout cas des intrants de bonne qualité, moins nocifs, en tout cas jugés comme moins nocifs, puisque je vais parler du principe de précaution. Et en, la deuxième préoccupation, c'est la rémunération. Il faut que les fermiers puissent avoir des salaires décents. Et pour faire cela, une fois encore, la responsabilité sociétale, la trilogie du social, de l'économie et de l'environnement est importante à suivre. Produire durablement, produire bio, produire sain coûte un peu plus cher. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, dans une économie globale, on dirait que dans un pays, il faut
il faut le droit à l'alimentation, il faut que chacun ait un niveau de vie acceptable pour pouvoir acheter aussi ce qui est acceptable. Quelquefois, les gens achètent des denrées qu'ils savent très bien détériorer ou en tout cas pas de bonne qualité, par contrainte financière. Donc, une fois encore, les deux, à mon avis, les deux aspects, la protection de leur santé et comment faire en sorte pour que leur travail soit rémunérateur. Et donc, la question de la valeur ajoutée, de la transformation pour avoir justement cette valeur ajoutée de ce qui sort de nos fermes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Oyetunde. Ça me permet de rebondir sur la question de Gloria du Sénégal, qui pose la question suivante. Vous avez parlé de l'absence de laboratoire pour analyser et attester la qualité des produits locaux. La FAO a-t-elle initié un plaidoyer ou dialogue en ce sens dans des laboratoires existants ou des chercheurs universitaires? Merci beaucoup. L'un des rôles de la FAO, justement, c'est d'être conseillère des États membres. Et selon les priorités dans les pays, la FAO définit les priorités avec les États et travaille là-dessus. Au Togo, par exemple, l'année passée, nous avons organisé justement une formation avec le laboratoire de l'Institut togolais de recherche agronomique et de l'Institut d'hygiène sur les normes et nous leur avons doté de quelques logiciels sur les normes. Et ce travail se fait dans d'autres pays. C'est pourquoi justement dans chaque pays, il y a un comité du Codex Alimentaris et chaque comité élabore son plan d'action, ses priorités et ensemble avec la FAO et l'OMS, on cherche à renforcer leurs capacités et à les aider à mobiliser des ressources pour le faire. Mais au niveau de l'espace UEMOA, la démarche était, puisque tous les pays ne peuvent pas avoir l'ensemble des chaînes de laboratoire nécessaires, de faire en sorte qu'on puisse avoir des pôles de laboratoire par pays et par domaine ou par filière, par spécialisation, de manière à ce que le Burkina puisse se spécialiser sur peut-être, je ne sais pas, les huiles, comment attester la qualité des huiles, et puis un autre pays sur tout ce qui est lait et consort. C'est cette démarche-là qui est recommandée au niveau de l'espace parce que les laboratoires, ça coûte cher, comme vous le savez. Merci. Merci bien. Donc, ça permet d'embrayer sur la question de Roselyne qui cherche à savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre aux défis mentionnés, en particulier la traçabilité et la chaîne de froid. Merci beaucoup. Alors, pour la traçabilité, je vais prendre un domaine précis, c'est le domaine des forêts. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la problématique de la gestion non durable des forêts, de l'abattage illégal du bois. Et dans les pays du bassin du Congo, par exemple, la FAO travaille sur une approche que nous appelons FLEG, qui est le commerce légal du bois, qui justement, avec le FLEG, on met en place un processus qui permet de la forêt déjà d'immatriculer l'arbre abattu, de s'assurer que c'était l'arbre dans le plan d'aménagement, on a identifié que cet arbre était à maturité et devait être abattu et dans les conditions qui respectent l'environnement, de l'estampiller, de lui donner un numéro et de pouvoir suivre donc un processus de traçabilité pour s'assurer, et il y a des acteurs dans le bois qui sont très friands de ce type de bois pour s'assurer que ce n'est pas un bois qui a été coupé illégalement. Donc, selon des produits spécifiques, la FAO travaille avec les pays pour mettre en place une chaîne de traçabilité pour s'assurer que ce bois, et vous serez fiers de savoir que votre chaise ou votre table ou votre, je ne sais pas quoi, issue d'un bois abattu au Cameroun ou bien au Gabon a été fait d'une manière durable. Donc, il y a des exemples
de traçabilité, en tout cas de systèmes de traçabilité qui sont mis en place, y compris aussi comment on suit l'exploitation au champ. Et également, dans le coton aussi, on a des exemples. Alors, par rapport à la chaîne du froid, j'avoue que c'est un grand problème. En tout cas, au Togo où je suis, et sur les fruits et les légumes, le PNUD et la FAO, nous avons commandité justement une étude qui a montré les chiffres que je vous ai présentés et sur lesquels nous sommes en train de voir au niveau local, parce que nous ne souhaitons pas importer de grands chaînes de froid, mais au niveau local, comment on peut utiliser l'énergie solaire, les conteneurs pour faire des petites unités de froid pour pouvoir augmenter la durée de vie des fruits et des légumes au Togo. Et cet exemple existe aussi au Burkina dans mes recherches et aussi dans des pays asiatiques. Donc, il y a de ces initiatives qu'on peut mettre à l'échelle dans les pays pour vraiment éviter le gaspillage dans les denrées périssables. Merci, notamment pour ces exemples au niveau de la sous-région. Et à la suite, en fait, de la question de Roselyne, pardon, il y a donc la question de Floriane Lenorcy. Je cite, j'ajouterai au niveau des enjeux sociaux pour les producteurs, les enjeux de formation et d'amélioration des capacités professionnelles. Peut-être M. Oyetunde a des exemples à ce sujet. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec Florian parce que les capacités, surtout sur les itinéraires techniques, au Togo, par exemple, la recherche a montré que la production du maïs, on peut aller à un rendement de 3 à 4 tonnes à l'hectare, mais on est au niveau paysan aujourd'hui à 1 tonne à l'hectare. Et le problème, c'est comment l'itinéraire technique doit être. Quel processus on doit suivre pour augmenter la rentabilité ou la performance de l'agriculture. Donc, les capacités professionnelles. Je suis présentement à un atelier où nous avons réuni des coopératives pour les organiser et leur permettre, même selon la loi de l'OADA, d'avoir un récépissé pour être connu, de comprendre qu'est-ce qu'une coopérative. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture, qui veulent faire des choses, mais qui ne savent pas comment le faire. Et le renforcement des capacités techniques et professionnelles, y compris le renforcement des capacités en matériel, de petits matériels, est très important dans le contexte de l'agriculture en Afrique au sud du Sahara. Merci beaucoup, Monsieur Oyetunde. Il y a énormément de questions. Merci à tous les participants pour les questions. Nous sommes dans l'obligation de respecter le programme qui nous a été assigné. Donc, nous remercions nos deux intervenants. Oui. Carole, alors excusez-moi, c'est Joël. Je pense comme on a jusqu'à 12h15, enfin, c'est comme vous voulez conclure peut-être, c'est ça? Ah non, non, absolument pas. C'était en fait, je regardais le programme qui m'a été communiqué et j'ai essayé de le respecter. Mais c'est comme vous voulez. Je peux poser encore peut-être une question. Oui, peut-être. Alors une question, puis après vous pouvez conclure. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, excusez-moi pour l'interruption. Non, non, il n'y a pas de problème, Joël. Merci. Alors, il y a un certain nombre de questions, des questions qui parfois sont un peu plus techniques, mais il y a une question qui certainement va intéresser un certain nombre de participants, qui est sur le travail forcé, le travail des enfants et la situation de vulnérabilité des femmes. C'est une question qui est posée par Joël. Merci beaucoup, Joël. Le travail des enfants, ça c'est un sujet sur lequel le BIT, le Bureau international du travail, travaille beaucoup et dans les pays. Justement, il y a des stratégies pays. Tout le monde on sait très bien la problématique telle qu'elle a été posée. Elle a été posée dans le cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana par les Américains il y a quelques temps. Donc, mais c'est un problème à contextualiser parce qu'en Afrique, lorsque un parent va au champ et qui se fait accompagner par son fils de 11 ans ou de 12 ans, ça peut être vu comme le travail des enfants.
mais ça peut être vu aussi comme culturel. Mais c'est lorsque cela devient vraiment une exploitation, lorsque c'est en dehors de l'exploitation familiale et que les enfants doivent travailler pour, dans des exploitations agricoles, cela devient un problème très préoccupant et la FAO, le BIT travaille sérieusement sur ces questions. Les femmes, oui, la vulnérabilité des femmes. Vous savez, on a fait un travail au Togo pour d'abord l'accès à la terre est une problématique énorme. 20% de femmes ont accès à la terre au Togo, par exemple, alors qu'elles sont 51% de la population. Elles sont d'autant plus vulnérables que dans certaines communautés, la femme doit d'abord travailler sur la parcelle de son mari et c'est une fois que c'est fini qu'elle peut s'occuper des maigres portions de terre qu'on lui a léguées, si ce n'est pas des terres incultes, des terres difficiles à travailler. Mais tout ça est d'abord législatif, est une question de communication, de sensibilisation. Et j'avoue qu'au niveau du Togo, il y a un travail qui se fait avec la Fondation Konrad Adenauer, avec certaines ONG et la FAO sur l'accès des femmes à la terre, sur les questions de vulnérabilité des femmes au changement climatique en milieu rural. Et je suis particulièrement très intéressé par cette question et je vous assure que j'ai pu découvrir qu'en matière de confiance et du peu, c'est-à-dire que s'il y a des acteurs avec qui vous donnez peu pour avoir beaucoup, c'est avec des femmes en milieu rural. Et je pense que l'avenir de l'Afrique et la lutte contre la pauvreté en Afrique va passer par l'amélioration des conditions de travail des femmes en milieu rural. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Etunde, et merci, Joël, de nous avoir permis d'aborder deux points très importants qui sont donc la place des enfants et la place des femmes dans le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Donc, avec votre permission, nous allons une fois de plus remercier nos deux intervenants pour leur présentation édifiante sur un sujet d'actualité et ô combien passionnant. Désolée, il y avait beaucoup de questions et des questions très intéressantes et très pertinentes auxquelles nous n'avons pas eu le temps matériel de pouvoir répondre. Mais grâce aux présentations des intervenants et leurs explications, nos participants, je regardais tout à l'heure, il y avait 79 participants, je l'espère, ont une meilleure connaissance des enjeux, des opportunités et des limites de la cartographie des chaînes d'approvisionnement en général et au Togo en particulier. Pour ma part, je note une volonté de démarche responsable sur le continent, malgré un contexte assez complexe. Mais surtout, je me réjouis des efforts des fournisseurs locaux pour se conformer aux exigences environnementales, internationales et sociales. Sur ce, je vais repasser la parole aux organisateurs. Merci, Karine. Merci, Carole. Merci à tous nos intervenants et à tous les participants. Nous vous invitons à remplir le questionnaire de satisfaction et aussi pour demander votre attestation de participant. Je vous remets le lien sur la chat box. Karine, on ne vous entend pas. Ah, voilà. Alors, je disais merci à Carole, merci à tous nos intervenants et merci à tous les participants. Je vous invite, nous vous invitons à remplir le questionnaire de satisfaction dont j'ai envoyé le lien sur la chat box. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le 3e webinaire de ce cycle portant sur mettre en œuvre une démarche d'achat responsable.